on va commencer. Les personnes vont rentrer au fur et à mesure, hem, vont rentrer au fur et à mesure. Écoutez, c'est assez, exceptionnel. Ben, exceptionnel, je sais pas, mais ce matin, nous avons quand même plus de quasiment 300 personnes, qui se sont, inscrites à ce webinaire pour présenter, le projet de Rue École, changer les règles du jeu. Donc, nous sommes vraiment très heureux et heureuses de vous accueillir, pour cet événement. Donc, bienvenue dans le webinaire «Changer les règles du jeu, passer à l'action et offrir la ville aux tout-petits». C'est une collaboration entre le Centre d'écologie urbaine de Montréal et Espace Muni. Mon nom est Raphaëlle Devatine, je suis chargée de projet, enfance et municipalité et pour le programme municipalité Amis des enfants à Espace Muni. Donc, ce webinaire s'inscrit, dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, dont le coup d'envoi, en fait, était, hier, sous le signe, de la prévention. Donc cette semaine, il y a beaucoup d'organismes, des personnalités, des entreprises qui se mobilisent pour faire entendre la voix des tout-petits à travers le Québec et Espace Muni. On est vraiment fiers de contribuer, à ce mouvement, notamment par notre mission. Il y a plein d'activités qui sont en train de s'organiser, donc n'hésitez pas à aller, regarder la programmation. Je vais com je vais commencer, par partager quelques consignes. Oups, j'ai mon par quelques consignes. Donc nous sommes, comme j'ai dit, comme nous sommes à peu près 300 personnes connectées, donc je vais vous inviter, tous et toutes à garder votre micro fermé, pour éviter le brouhaha. Si vous avez envie de discuter ou d'interagir, je vous invite à utiliser, la fonction clavardage avec, la petite bulle en bas. Donc aussi pour mentionner que nous avons une période de questions à la fin, de ce webinaire. Donc, notez toutes vos questions, même si c'est en cours de route, et on va les adresser, aux panélistes à la fin, nous allons, peut-être prendre quelques questions par main levée, mais nous préférons utiliser le chat. Je vous mentionne également que ce webinaire est en cours d'enregistrement, seulement à des fins de rediffusion, c'est-à-dire que nous allons couper, les visages, seulement le cadre de la présentation. Je vais vous inviter également une dernière consigne, c'est, de vous mettre en mode intervenant. C'est-à-dire, en haut à droite de votre écran, normalement, vous pouvez choisir le mode galerie ou intervenant pour, lors des présentations, c'est préférable d'utiliser le mode intervenant pour éviter de voir toutes les galeries de visages. Donc c'est ça, maintenant mon petit mot de consigne, est passé. Maintenant que tout le monde est vous êtes tous et toutes prêts et à l'affût. Ah oui, une dernière question, en fait, une dernière consigne. Vous pouvez laisser votre, caméra ouverte. Nous sommes en mode, Zoom réunion, donc on peut vous voir, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir vos oreilles, et vos yeux bien ouverts, aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer, ce matin? Donc on vous propose tout d'abord de vous familiariser, en fait, avec le concept novateur de rue école. De comprendre ce que c'est à travers la théorie, mais surtout la pratique. Donc, on va avoir, un retour d'expérience, de l'arrondissement Rosemont, la petite patrie. Puis enfin de vous outiller, de voir ensemble les outils, puis les leviers d'action pour pouvoir mettre en place ce concept au sein de votre municipalité. Donc, dans un premier temps, je vais faire une petite introduction rapide sur la place, quel rôle les municipalités peuvent jouer avec, les enfants, et notamment avec le programme Municipalité Amis des enfants. Je vais laisser la parole à madame Catherine Frolich de l'École de santé publique qui va rentrer, ensuite dans le vif du sujet en nous expliquant qu'est-ce que c'est ce concept. Et ensuite, nous profiterons du retour d'expérience, terrain de l'arrondissement Rosemont, la petite patrie à Montréal, qui a testé les rues à colle, sur son territoire et nous avons la chance d'avoir les témoignages de madame Stéphanie Webb qui est, à ses quelques heures de fin de mandat, comme conseillère de la ville pour l'arrondissement, qui nous partagera le rôle qu'elle a joué pour pousser ce projet et
et également celui de le témoignage de Madame Catherine Brouillette, qui est agente de recherche en développement durable à l'arrondissement, qui elle a contribué vraiment à l'opérationnalisation de la rue école. Donc elles vont ensuite toutes les deux nous faire un petit retour d'expérience, comment ça a été, parce que c'est un projet qui est assez frais. Et enfin, Michael Saint-Pierre du Centre d'écologie urbaine de Montréal nous proposera des outils pour le passage à l'action. Puis enfin, on va passer à une période de questions, comme je vous l'ai mentionné. Donc avant de commencer, je vais passer la parole à ma directrice générale, Madame Isabelle Lisée, d'Espace Muni. Isabelle, si tu veux, c'est à toi. Merci Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir d'être avec vous ce matin après une pause, entre autres due à la campagne électorale. Bonne semaine, bonne grande semaine des tout-petits qui débute très bien pour nous avec ce webinaire auquel, ma foi, la réponse a été formidable. Raphaël vous l'a mentionné depuis le début, plusieurs inscriptions, donc on est très heureux de vous offrir cet événement aujourd'hui. Alors, j'en profite, Raphaël t'a nommé les gens, alors j'en profite pour remercier nos partenaires dans cette activité-là, donc le Centre d'écologie urbaine de Montréal, l'École de santé publique de l'Université de Montréal et bien sûr l'arrondissement. Bonne fin de mandat à toi, chère Stéphanie. Ce fut très agréable de travailler avec toi pour les projets de la ville, mais aussi chez Espace Muni, au sein d'Espace Muni, comme administratrice au sein du conseil d'administration. Donc, je salue ton travail, ma chère Stéphanie. Alors, ben, écoutez, Espace Muni, peut-être que quelques-uns d'entre vous, j'ai vu dans la liste qu'il y avait des nouveaux élus également qui participent ce matin. J'ai entendu des noms des maires, des mairesses, des conseillers, des conseillères. Donc, Espace Muni, c'est l'organisation qui est née de la fusion entre le Carrefour Action municipale et familles et le Réseau québécois Villes et Villages en santé il y a maintenant 2 ans. Donc, on a uni nos forces, on a uni nos missions aussi pour faire en sorte que finalement, on poursuive notre engagement, notre accompagnement auprès des municipalités locales et régionales pour différents programmes. Bien évidemment, l'enfant et la jeunesse au sein de la municipalité qui nous interpelle aujourd'hui, mais aussi la famille avec des programmes comme politique familiale municipale, MADA, municipalité amie des aînés et municipalité amie des enfants que Raphaël vous présentera brièvement dans quelques minutes. Donc, évidemment aussi, on accompagne toutes les municipalités qui sont interpellées et assujetties à la loi pour le développement de plans d'action pour les personnes en situation de handicap, donc municipalité inclusive. Alors, je vous invite grandement à aller consulter notre site Internet pour en apprendre davantage. Si vous avez le souhait, vous pouvez nous envoyer des courriels également à chacun des programmes pour entrer en contact avec notre super équipe. On a une équipe de 16 permanents chargés de projet, notre équipe d'accompagnement aussi sur le terrain d'une vingtaine qui procède à l'accompagnement des projets de politique familiale et MADA pour réaliser vos démarches. Alors, en gros, c'est Espace Muni. Espace Muni, c'est inspiration, c'est accompagnement, c'est outillage. Donc, on est très heureux d'entendre de vos nouvelles, de vous voir prendre part à nos événements aussi. On est là tout simplement pour accompagner, pour voir à la qualité de vie, à la santé globale dans vos communautés. Donc, et bien évidemment, pour moi, je crois que le développement des tout-petits, la qualité de vie en fait partie. On a tous un rôle à jouer à l'égard du développement de nos enfants, de notre jeunesse. Et je pense que les municipalités, à travers les programmes que je viens de nommer, mais aussi dans les environnements favorables et les services qu'ils vont offrir à l'enfance et à la jeunesse, vont avoir un impact positif sur leur développement, leur implication, leur inclusion et tout ça. Alors, je pense que c'est un très, très beau projet, des très belles initiatives qu'on va vous présenter aujourd'hui qui vont vous permettre justement de souligner et d'illustrer très concrètement le rôle important que les municipalités peuvent avoir pour favoriser ce bien-être-là et ce développement des enfants-là.
Donc, on a joué un rôle aussi par rapport aux enfants. Vous avez probablement vu toute la question sur les services de garde éducatifs à l'enfance aussi. Un beau sondage auprès des municipalités à cet effet-là qui est disponible sur notre site Internet, aussi dans la revue Vivacité. Mais aussi, je pense qu'il y a des retombées positives avec le grand chantier annoncé par le ministre Lacombe il y a déjà 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines, où il y a des sous qui ont été offerts aux municipalités pour faire en sorte qu'il y ait des places disponibles qui soient rendues accessibles à nos enfants. Donc, on est très fiers de ce partenariat-là avec le gouvernement et d'avoir fait en sorte que les municipalités peuvent aussi avoir une part, un rôle à jouer, une place et être reconnu dans ce dossier-là, cet enjeu important, tant pour nos familles, nos enfants, mais aussi pour la vitalité économique de chacune de vos communautés. Alors, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. N'hésitez pas à faire appel à nous, Espace Muni. On est là pour cet accompagnement-là et je vous souhaite une très, très belle rencontre aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup Isabelle pour ce beau mot d'introduction. Donc, on va commencer tout de suite. Oups, je vais pas griller mes punchs. Par mettre une petite mise en contexte, en fait, pourquoi on propose ce webinaire? Quel est le lien entre municipalité, amis des enfants? Comment les municipalités, en fait, peuvent jouer un jeu et pourquoi elles doivent jouer un jeu, justement, c'est le cas de le dire, jouer un rôle plutôt avec, auprès des enfants. Donc en fait, les rues écoles, pour faire un petit historique, s'inscrivent vraiment en continuité d'un mouvement qui a été initié depuis plusieurs années par les municipalités pour redonner en fait l'espace public aux plus petits, pour qu'ils puissent en fait jouer de manière libre et sécuritaire, sur leur territoire. Pensons notamment au projet «Dans ma rue on joue» qui est initié par la ville de Belleuil ou encore le projet de il y a plein de projets de parcours ludiques, sur les trottoirs, sur l'espace public qui permet vraiment de repenser l'espace public comme un terrain de jeu pour les enfants. Notamment à la ville de Victoriaville a mis un parcours ludique pour aller à l'école sur les trottoirs. Il y a également, Stéphanie pourra en parler, mais le projet novateur de l'île au volcan à Rosemont qui a complètement changé la perspective de créer un espace public spécifiquement pour les enfants et pour qu'ils puissent jouer, jouer en toute liberté. On a vu vraiment des évolutions, notamment sur la place que le jeu libre a occupé dans les municipalités. Tout ce mouvement, notamment dans ma rue on joue, s'est essaimé à travers le Québec et la loi 122 justement a replacé, le concept de jeu libre et a donné le pouvoir aux municipalités sur certaines conditions d'implanter, le jeu libre dans les municipalités. Donc l'engouement justement de cet événement, démontre bien qu'il y a une volonté des municipalités d'aller de l'avant, de s'engager, dans le jeu libre, et pour les enfants en fait, de faire plus de place aux enfants, dans leurs actions. Et merci vraiment, je tenais à vous remercier d'avoir répondu si nombreux et nombreuses à notre invitation, de ce matin. Donc, quel est le lien, c'est ça, entre les municipalités, le jeu? En fait, tout d'abord et pourquoi en fait les municipalités devraient s'engager, là-dedans, avec les enfants? Tout d'abord car pour grandir et se développer, un enfant a besoin de temps libre, pour jouer, courir, se dépenser, faire du sport, imaginer, créer. D'ailleurs, c'est un droit qui est reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant, au même titre que de s'exprimer, d'être entendu ou d'être en sécurité. Donc, c'est vraiment important et ça a été nommé et encadré par une convention internationale dont le Canada, d'ailleurs est signataire. Pourquoi aussi s'intéresser aux jeux des enfants? Catherine et Kate va pouvoir, plus en parler, mais sans parler des tous les bénéfices qu'il y a pour la santé des enfants, mais aussi pour toutes les retombées que ça va avoir comme, par exemple, la mise en place d'une rue école sur une communauté. Et d'autre part, je vous interpelle, les municipalités, car en fait, vous avez, les compétences et les pouvoirs pour influencer, en fait, directement la qualité de vie des familles, et du même coup, en fait, des enfants. Pensons notamment
aux politiques familiales québécoises, au programme, EMAE. Vous êtes le palier gouvernemental, en fait, qui est au plus proche, des citoyens. Donc vous avez le pouvoir, et vous avez des leviers d'action pour vraiment contribuer au développement du plein potentiel, des enfants. D'ailleurs, le bien-être des enfants, a été nommé comme, l'indicateur suprême, de la qualité, de la qualité des environnements d'une société démocratique et d'une bonne gestion des affaires publiques lors d'une convention, à Istanbul, Habitat 2. Donc, en somme, ce que ça veut dire, c'est qu'une municipalité qui mise sur la création d'environnements favorables aux enfants participe par le fait même à la construction d'une société plus inclusive, car une municipalité qui est adaptée aux enfants l'est aussi pour toutes et tous. Et là, je me permets de faire, un lien avec le réseau des municipalités qui sont reconnues amies des enfants, car elles se démarquent justement en ce sens qu'elles ont choisi de mettre, le droit des enfants au cœur de leurs décisions. Donc pour réchauffer un petit peu la salle, je vais vous lancer, une toute première petite question. J'aimerais, savoir qui, d'entre vous connaît connaissez le programme Municipalité des enfants? Est-ce que oui, vous le connaissez très bien? Oui, un petit peu, j'en ai déjà entendu parler? Non, pas du tout. Ça ça répond, ça répond. Je vais laisser encore quelques temps. Ça continue. Ah, pour l'instant, ça vacille entre oui, un petit peu et j'en ai déjà entendu parler. Bon, je vais partager. Voilà. Donc, beh, je vais prendre un petit peu de votre temps avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous mettre un peu la table de c'est quoi le programme Municipalité Amis des enfants. En fait, le programme Municipalité, Amis des enfants, c'est un attends, c'est un, excusez-moi, je suis comme pognée dans mon sondage. C'est un programme de reconnaissance des acquis, mais c'est surtout une reconnaissance de l'engagement, de la volonté politique des municipalités qui s'engagent pour mettre les enfants, en fait, au cœur de leur action. C'est une reconnaissance qui dure 3 ans. Donc pour la municipalité, qu'est-ce que ça signifie? C'est un engagement formel, il y a une résolution et elle s'engage à mettre en place au moins 3 actions, hem, concrètes et durables, significatives pour faire évoluer le droit des enfants. Pensons notamment à la signature, par exemple, de la charte de protection de l'enfant, municipale lancée par la mairesse de Fortéville. Les rues écoles s'inscrivent complètement dans ce mouvement et les enfants, la mise en place de mécanismes de consultation et de participation des enfants est aussi au cœur du programme Municipalité, Amis des enfants. Donc pour résumer, une municipalité amie des enfants, on voit cette petite fille, qu'est-ce qu'elle dit quand elle c'est une municipalité dans laquelle ses opinions, ses besoins et ses priorités font partie intégrante, des décisions, des politiques, des services, qui s'engage à respecter ses droits et qui prend en fait en compte son intérêt, dans toutes les actions, qui sont entreprises. Donc voici, un peu l'essence, de Municipalité Amis des enfants. Je vous invite à me contacter, si, ça vous intéresse. Donc et pour faire le lien final, c'est que le soutien au jeu fait partie, justement, des droits qui sont prônés, là-dedans. On peut que c Et d'ailleurs, ça va au-delà de faire des modules de jeu, des arénas. On propose, comme je disais, d'aller envahir l'espace public, par les enfants. Donc pour terminer, je suis vraiment très heureuse, d'offrir ce webinaire. Merci, chers partenaires, d'avoir accepté notre invitation à présenter, ce concept novateur et j'espère que ce webinaire va inspirer, plusieurs municipalités à franchir le pas, et qu'on va pouvoir voir dans les prochaines années plein de rues écoles à travers le Québec et plein de nouvelles EMAE. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire sur les rues écoles. Je vais, laisser la parole à madame Catherine Froelich.
Allô, Catherine? Ouais, attendez 2 secondes. Vous voyez, Raphaël? Ça marche très bien. Super! Ben, bienvenue tout le monde et d'abord, merci beaucoup Raphaël à l'Espace Uni pour l'invitation et pour l'initiative. J'ai vraiment bien hâte de présenter Changer les règles du jeu, passer à l'action et offrir la ville aux tout-petits. Mais j'ai encore plus envie de vous entendre à la toute fin, donc j'ai bien hâte. Avant que je commence, je voudrais juste reconnaître que j'ai le plaisir et le luxe de vivre et de travailler sur la terre non cédée des Kanagahaga, des peuples autochtones de la région ici. Bon, pour commencer, j'ai un jeu, bien sûr. On parle de jeu libre, donc j'ai un jeu pour tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde va vouloir jouer avec moi. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à penser à votre propre enfance. Retournez dans le passé et réfléchissez à votre ou vos meilleurs souvenirs de jeu dans votre enfance. Où étiez-vous? Avec qui? En faisant quoi? Quelles étaient les odeurs, les vues, les sons? D'accord? Tout le monde y est? OK. J'ai quelques questions à vous demander. Et s'il vous plaît, répondez dans le sondage à l'écran, puis Raphaël va nous donner les réponses. Donc, la première question, si vous réfléchissez à ces moments, ces souvenirs de jeux de l'enfance, étiez-vous dehors pendant ce moment? Oui ou non? D'accord. Est-ce que vous prenez, à ce moment-là, pendant ce temps-là, est-ce que vous preniez des risques? Deuxième question. Troisième question. Combien de vous étiez dans des espaces non structurés? C'est-à-dire, vous n'étiez pas dans un parc, mais un espace non organisé, incluant la forêt, un champ, un endroit abandonné, etc. Pour combien d'entre vous est-ce qu'il y avait un adulte présent? Oui ou non? Donc là, Raphaël, vous allez pouvoir mettre les réponses à l'écran ou ils sont à l'écran. Je laisse encore les personnes répondre un petit peu, ça rentre encore. OK, d'accord. Allez, laissons Mais quelques vous voyez, secondes. d'accord. Ah, c'est bon, tu peux partager. Donc, pour la première question, il y avait combien de personnes? Question 1, qui était dehors? Ben, quasiment tout le monde. Qui prenait des risques? La grande majorité. Troisième question. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? Qui était dans les espaces non structurés? C'est ça, la grande majorité. Qui avait un adulte présent? Très, très peu. Maintenant, réfléchissez à nos enfants, nos petits-enfants. En gros, c'est souvent, trop souvent, c'est plus le cas. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on peut faire pour donner les mêmes opportunités à nos enfants et nos petits-enfants? Bien, ça fait très partie de la présentation que moi je vais donner, mes collègues aussi. On va essayer de réfléchir le lien entre le jeu libre et le droit à la ville, au village des enfants du Québec. Donc, débutant. OK. Je suis désolée. Débutant avec quelques définitions. C'est quoi au juste le jeu libre? Donc, le jeu, c'est d'abord rempli de plaisir. Ça inclut des activités qu'on poursuit sans but spécifique, sans aucune promesse de récompense, c'est-à-dire il est non productif, une activité qui est souvent en dehors de la vie ordinaire. Et ça, c'est tellement important de se rendre compte que le fait de jouer,
c'est quelque chose qui est inné aux enfants, qui veulent faire tout le temps et qu'on devrait créer et encourager les enfants à le faire sans trop imposer de règles ni de barrières. C'est vraiment non productif, le jeu libre. Deuxième définition ou caractéristique, c'est que le jeu rend tout simplement les enfants plus heureux. L'objectif du jeu, c'est juste d'avoir du plaisir, d'être heureux. Et comme Raphaël avait signalé, la Convention sur le droit des enfants des Nations unies considère que jouer librement est essentiel pour le bien-être physique, cognitif, émotif et social des enfants et qu'il est le droit de tout le monde. Donc, en fin de compte, pour être libre, le jeu doit pouvoir survenir n'importe quand et n'importe où. Donc, cette graphique ici nous montre un petit peu là où on est rendu depuis quelques décennies. Tout le monde ici, né avant les années 90, s'en souvient du vieux bon temps, quand on passait nos étés et notre temps après l'école à jouer librement dehors dans nos quartiers sans surveillance, retournant à midi et le soir seulement pour manger ou sur l'insistance de nos parents. Les craintes des étrangers, les accidents de la route et un sentiment généralisé de manque de sécurité pour les enfants ont rendu les enfants plus sédentaires et à l'intérieur avec moins d'occasions pour jouer. Sur cette carte, on démontre exactement ce qu'on peut changer avec les interventions appropriées. On voit ici le territoire de mobilité indépendante de 4 enfants, tous à l'âge de 8 ans. Ils sont 4 enfants de 4 générations subséquentes, tous de la même famille, tous de la même ville. La grande tache que vous voyez, qui prend presque toute la place dans l'image, c'est le territoire de mobilité indépendante de l'arrière-grand-père Georges en 1919. Il avait la permission de glander 10 km de sa maison. Les 2 cercles plus petites sont les territoires du grand-père en 1950 et la mère en 1979, encore habitant. Maintenant, voyez-vous la tâche juste ici, là, en haut à gauche, à l'extrême gauche? Ceci est les territoires du fils Ed. Maintenant, il a le droit d'aller seul jusqu'au bout de sa rue. Donc, la pratique du jeu libre depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on constate? On constate malheureusement, comme vous savez tous, évidemment, une réduction fulgurante du jeu libre chez les enfants. On les voit moins dans la rue, on les voit moins jouer librement et on a enlevé leur droit de jouer d'une certaine façon. Le jeu est aussi devenu plus structuré. En fait, on a l'impression dans nos sociétés qu'il faut que nos enfants apprennent quelque chose tout le temps, incluant quand ils jouent, et que les situations de jeu sont devenues très, très formalisées, par exemple des cours ou par des équipes. Puis ceci est aidé, entre guillemets, par les avancées en neurosciences concernant les périodes critiques dans le développement des enfants. On s'est fait dire depuis 10 à 15 ans qu'il fallait éduquer formellement tôt dans la vie des enfants. Par exemple, réfléchissez au baby Einstein. Mais il y a aussi cette notion, il y a la commodification du jeu qui fait si on paie pour quelque chose, on a l'impression de bien faire pour nos enfants. Tandis qu'ils ont juste besoin de jouer librement. Donc, le troisième constat, c'est la notion de risque chez les enfants qui a augmenté, créant un besoin de sécurité pour les parents. Les enfants doivent être supervisés ou surveillés et les risques minimisés quand ils jouent. Donc, si on reprend vos réponses où vous avez dit que dans votre enfance, les meilleurs souvenirs, vous n'étiez pas surveillés, vous preniez des risques, actuellement, ça se fait très peu chez les enfants. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'hypothèses, mais entre autres, la peur des enlèvements, le trafic, les accidents, le bullying, et tous l'imaginaire des parents est devenu pire. Tandis que les enlèvements ne sont pas devenus plus importants, ça c'est faux. Cependant, le trafic et les accidents ont augmenté, donc ça c'est une réalité. La quatrième des constats en parallèle, c'est qu'on vit encore une épidémie de l'obésité, qui fait qu'il y a énormément d'attention portée sur l'inactivité des enfants.
Mais bien sûr, il y a des bénéfices énormes associés aux jeux libres. Et je liste plusieurs ici. Les enfants apprennent à mieux évaluer les risques. Donc, en fait, on a peur pour les enfants, on a peur de les mettre à risque, mais si on ne les laisse pas jouer librement, ils n'apprennent pas à évaluer ces risques-là. C'est extrêmement important. Aussi, en jouant librement, sans être interrompus par les parents ou d'autres, les enfants apprennent à mieux jouer, à travailler ensemble, à négocier avec autrui. Parfois, ça négocie fort, mais c'est normal. On apprend à interagir entre êtres humains et résoudre des problèmes en jouant librement. Le troisième point, peut-être le point le plus important, en tout cas pour moi, c'est que le jeu libre est plaisant. C'est le fun. C'est vraiment ce que les enfants ont le droit et c'est leur travail, en fait. Le quatrième point, les enfants ont tendance à être plus actifs physiquement quand ils jouent librement que quand ils jouent de façon structurée. Ça, c'est vraiment intéressant. Cinquième, les enfants utilisent davantage leur imagination et ont plus de créativité quand ils jouent librement parce que c'est eux qui ont à prendre des décisions, c'est eux qui ont à décider et c'est seulement dans ces situations-là où l'imagination a son plein potentiel. Finalement, le jeu libre est bénéfique pour la cohésion sociale d'un quartier parce que ça crée des opportunités pour les enfants de jouer ensemble. Donc, en somme, la place donnée au jeu libre à l'extérieur est directement en lien avec la santé des enfants et jeunes, les niveaux d'obésité et bien-être psychologique, ainsi que le bien-être de la population en général. Le jeu libre à l'extérieur est un problème-question en forme de plaque tournante qui est de faire travailler ensemble les élus au niveau municipal, les praticiens de santé publique, les gens travaillant sur le transport actif et loisirs, les urbanistes, les gens défendant les droits des enfants et la société en général pour mieux comprendre comment réduire la pollution, les changements climatiques, la planification du transport actif, la cohésion communautaire et la santé mentale et physique des enfants et des adultes. Donc, excusez ceci en anglais, en fait, c'est mon bon collègue Tim Gill du UK, que Stephanie Watt connaît bien, là, qui me l'avait donné. Ceci démontre les conditions nécessaires pour créer des conditions propices au jeu libre pour les enfants et les jeunes. Puis, je la trouve vraiment utile. Ça s'appelle la pyramide du jeu. Puis, cette pyramide-là nous donne quatre conditions nécessaires. Les quatre sont les attitudes des adultes. Ça, je commence avec ça parce que c'est probablement le plus important à quelque part. Les enfants, si on les laisse tout seuls, là, ils vont jouer librement. C'est nous, les adultes, malheureusement, qui les empêchent de le faire pour toutes sortes de raisons que j'ai nommées tantôt. La deuxième condition, c'est l'espace. Il faut que les enfants aient l'espace sécuritaire, intéressante, libre pour jouer. Le troisième, et aussi important, c'est d'autres enfants. On peut jouer seul, mais on a beaucoup, beaucoup plus de plaisir à jouer ensemble et c'est souvent avec plusieurs qu'on a le plus de plaisir et où ce jeu libre-là pogne. Et en dernier lieu, mais pas le moins important, on a besoin du temps. Les enfants doivent avoir le temps pour jouer librement. Donc, pourquoi intervenir pour promouvoir le jeu libre si vous pensez pas encore été rendu là? De un, parce qu'il y a moins d'espaces dits acceptables dans nos villes, dans nos villages, aménagés en fonction, parce que nos endroits en ville et village sont aménagés plutôt en fonction des adultes et de leurs déplacements, incluant et de plus important pour les voitures. Le jeu a été relégué à des endroits qui sont désignés jeux, comme des parcs, des terrains de jeu. Et en partie, là, les espaces où on jouait quand on était jeune n'étaient pas nécessairement des espaces relégués à ça. Donc, on a réduit le potentiel de jeu dans nos villes et villages parce qu'on a donné ces endroits-là plutôt aux adultes puis aux voitures. Il y a moins d'endroits stimulants, donc pas assez de défis, trop standardisés, bref, plates. Et il y a trop de règlements sur l'utilisation de l'espace public et sur le bruit. Et finalement, il y a moins de temps libre. Donc, les enfants et les parents sont tous pris avec des affaires et il y a des normes sociales de surveillance des enfants qu'on vit tous comme parents qui font en sorte qu'on se sent moins responsable si on laisse jouer nos enfants librement.
Donc, comment intervenir? Moi, je ne suis pas nihiliste du tout. Moi, je crée des solutions et c'est l'idée de la présentation aujourd'hui, de discuter de deux de ces solutions-là. Il y en a une qu'on va discuter plus en profondeur, mais moi, je vais discuter de deux qu'on a testées et qu'on fait actuellement à Montréal, donc les rues ludiques et les rues écoles. Donc, je commence avec les rues ludiques. Les rues ludiques sont peu communs au Québec, mais ont une histoire de longue date. L'idée des rues ludiques, c'est de créer des moments dans la semaine où une portion de rue résidentielle est fermée au trafic automobile et où les citoyens aient le droit d'utiliser la rue, les trottoirs, tout espace public à leur propre fin, comme vous voyez à l'écran. Ces expériences ont tendance à avoir lieu sporadiquement et souvent plus à l'été que l'hiver, mais il y a un monde de possibilités derrière le concept. Le concept est vraiment très simple. Les riverains ont le droit de rentrer et sortir avec leur voiture, accompagnés par les bénévoles, et ce sont les bénévoles qui assurent que les voitures circulent à pas de marche. Et c'est tout. Sinon, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce qui se passe dans la plupart des rues ludiques. On a l'espace pour faire ce qu'on veut, incluant bien sûr le jeu libre. Tantôt, on va partager le lien de cette superbe vidéo sur YouTube qui a reçu 8 millions de visionnements. Là, il s'appelle en anglais Playgrounds in the Street, mais en fait, c'est un excellent exemple d'une rue ludique au UK qui a eu vraiment un succès exceptionnel. Puis je vous invite après notre séminaire de le visionner. Là, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais là, ce n'est pas juste ailleurs qu'on fait des rues ludiques. Voici un exemple de chez nous, sur la rue Burnham, dans Parc Extension à Montréal. Ça, c'est notre initiative avec le Centre écologie urbaine de Montréal et faite pour la première fois au mois d'août avec la participation de plus de 100 enfants et parents un samedi de 13 à 15 heures. Je peux vous dire, là, avant de mettre les barrières, il n'y avait pas un chat dans la rue. Dès qu'on avait mis les barrières, soudainement, il y avait vraiment une mer d'enfants dans la rue. Là, c'était beau à voir. Les riverains de cette rue ont décidé que pour notre projet, ils aimeront avoir une rue ludique une fois par semaine, les dimanches, de 14 à 16 heures. Nous allons débuter cette expérience récurrente à toutes les semaines, débutant le dimanche 28 novembre et jusqu'en octobre 2022. Il faut avoir des bénévoles formés pour gérer ces ludiques-là, c'est ce qu'on a fait. Et ces bénévoles vont être responsables de fermer les rues avec les barrières, laisser sortir les riverains en voiture à la vitesse de marche et ils seront responsables d'enlever les barrières à la fin des 2 heures. Sinon, tout ce qu'il faut pour que ça marche, ce sont des enfants. Donc ça, c'était les rues ludiques. Je passe aux rues écoles. C'est un deuxième exemple de l'utilisation de l'espace public pour promouvoir le jeu libre. Et c'est encore plus nouvelle. L'idée s'appelle les rues écoles et ont vu le jour seulement depuis moins de 10 ans. L'idée des rues écoles, c'est de fermer les rues autour d'une école primaire participante à tout véhicule, à part les voitures des riverains et potentiellement les autobus scolaires, entre 15 et 60 minutes avant et après l'école. Les rues écoles ont plusieurs objectifs. D'abord, elles encouragent les gens à venir à pied, en scoot, vélo ou en utilisant le transport en commun, au lieu de faire appel à leur voiture pour conduire les enfants à l'école. Elles visent aussi à créer un environnement paisible autour des écoles, des environnements qui sont devenus dangereux, pollués et stressants à cause du rush le matin. Pour moi, il y a un troisième objectif, créer plus d'espace pour le jeu libre. Ces endroits fermés font face ou deviennent la prolongation de la cour d'école, souvent très petits. Les rues écoles, donc, peuvent devenir une réappropriation de l'espace public pour des fins de jeu libre avant et après l'école, quand les enfants ont vraiment envie de jouer. Donc, les rues écoles ont été implantées jusqu'à date en Écosse, en Angleterre et en Belgique. Il y a quelques pilotes qui ont eu lieu dans le reste du Canada, à Toronto en 2019 et à Victoria 2020. On vous donne un autre lien vers une vidéo basée sur les 2 pilotes de rue école que la CEUM et nous avons fait ensemble cet automne à Montréal. Michael va partager ça avec vous. Donc, voici quelques exemples
d'une rue-école au UK. Donc, on voit vraiment les enfants avant, après l'école, ils jouent librement. C'est la rue avoisinante de l'école. Et si à Rent, je crois bien, en Belgique, ben, il y a une tollée de vélos qui s'en vient encore, qui envahit la rue. Mais là, c'est aussi possible au Québec. Donc, voici une photo d'un de nos pilotes de rue-école dans le quartier de Saint-Michel à Montréal cet automne. La rue-école a eu lieu 20 minutes avant le début des classes le matin et 20 minutes à la fin de la journée quand les enfants sortaient. Encore ici, l'intervention a besoin de bénévoles qui ferment et ouvrent la rue avec les barrières et qui suivent les voitures des riverains en cas qu'ils doivent sortir. Mais y a-t-il de plus beau? Ça, c'est le deuxième et on va en parler beaucoup de cette rue-école-là. C'est la pilote à Montréal qui a eu lieu au quartier Rosemont aussi cet automne. Donc, ça met fin à ma présentation, mais si jamais vous doutez de la possibilité que tout ceci soit possible au Québec, surtout à l'hiver, je vous laisse avec quelques photos inspirantes de notre plus beau jouet, la neige, et quelques possibilités vu la perspective des enfants. Merci beaucoup. Merci Kate pour cette très belle mise en contexte, introduction sur qu'est-ce que les rues-écoles. On va tout de suite enchaîner par le cas d'étude, vous présenter qu'est-ce qui s'est passé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, je vais laisser la parole à Madame Stéphanie Watt. Merci Raphaël, merci tout le monde d'être là. Je vais partager ma présentation avec vous, puis je vais mettre mon petit 10 minutes. Allez, on part. Donc, Raphaël m'avait demandé de vous parler de comment j'en suis arrivée à ce projet, comment l'arrondissement est arrivé à ce projet de rue-école, quel était mon rôle politique, puis quelle était ma vision plus large de la ville pour les enfants. Et je dois, pardonnez-moi, c'est la première fois que je fais ça. Dans affichage. Oui. Voilà. Bon, la ville des enfants. J'aurais envie de vous dire que plus largement, ce projet-là, il est né il y a, mettons, la genèse, elle est il y a 7 ans quand mon fils est né, quand j'ai commencé à voir la ville de sa perspective. Et à force de passer beaucoup de temps avec lui ces 2 premières années de sa vie, bien, de voir la ville de la perspective d'autres enfants que j'observais. Et donc, comme géographe urbaine, je m'intéresse beaucoup aux différents espaces, notamment de la ville, la géographie urbaine. Puis, je commençais donc à considérer comment les enfants étaient pris en compte dans les décisions municipales. Par exemple, j'avais le luxe à l'époque d'avoir une énorme terrasse. Mais combien d'immeubles sont bâtis, peut-être sans même balcon ou de minuscules balcons, quand les personnes, les familles comme moi, comme la mienne, ou comme plein de familles au Québec qui vivent dans des logements, le balcon est un espace super important pour le jeu. C'est souvent le premier espace extérieur. On y va, c'est facile, c'est à côté de la cuisine. Mais ce n'est aucunement conçu comme tel par les développeurs ou les municipalités quand ils font leur règlement de construction des bâtiments. Et j'ai commencé donc à chercher pour des traces aussi à l'extérieur de la maison. Donc, où jouent les enfants? Où sont-ils et elles? Parce qu'il faut dire, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, j'ai oublié de vous présenter Rosemont. Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est un arrondissement central, très dense, avec 140 000 personnes, dont environ 20 sont des enfants. On a un cadre bâti extrêmement dense de plex. Les rues sont très, très, très longues, comme vous allez voir pour les photos de la rue-école. C'est une particularité de Rosemont comparée au modèle européen de rue-école, c'est que nos rues sont très longues. On a des ruelles vertes, on a des parcs, on a des îlots où jouent les enfants, mais j'avais vraiment envie, moi je me suis tannée du terrain de jeu là, après des centaines d'heures, des mois et des mois. Je voulais voir ailleurs, je voulais voir les traces ailleurs et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé là où ce n'était pas forcément conçu pour le jeu, comme ici. J'en ai trouvé ici, ben c'est Thomas qui me présentait toutes les possibilités de la ville. Ici, c'est une rue fermée. Et puis, en le regardant jouer, je me suis dit, bon, ça, c'est un espace vraiment égalitaire. Tout le monde a accès à une rue, c'est devant chez soi. Les enfants en fauteuil roulant ont accès à la rue, c'est devant chez soi. Si on n'a pas de ruelle, ben, on a quand même une rue, mais la rue, elle est
hostile aux piétons. Elle n'est pas du tout imaginée pour le jeu, surtout pas dans des quartiers où les rues sont des rues de transit. Il y avait Belleuil comme modèle, mais Belleuil, c'était des rues plutôt de banlieue avec des formes intéressantes pour décourager le transit. Mais à Montréal, ce sont des rues de transit. Donc, comment j'allais en arriver là politiquement? Bien, il fallait construire des blocs, puis je vais en arriver, des projets qui sont des espèces de blocs pour en arriver à imaginer la rue autrement et pour voir la magie du jeu extérieur à l'extérieur du terrain de jeu. D'autres traces ici, comme Kate l'a montré, donc l'église, on joue, il y a de la neige. Puis là, j'ai commencé à me dire, mais OK, les enfants, ils s'occupent du jeu. Je leur fais confiance, c'est leur occupation principale. Ils savent le faire, c'est inné, comme l'a décrit Kate. Mais nous, les adultes et les décideurs, décideuses politiques, ou les professionnels de la fonction publique, parce que tout ça peut venir sans... Ça peut venir autant de la fonction publique que du politique. Là. On a vu des exemples partout au monde où des fois, c'est la fonction publique, c'est les professionnels qui poussent pour ça, des fois, c'est les élus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants se rendent dans des espaces intéressants, ont envie de jouer dehors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les parents se sentent à l'aise à dire « joue sur le trottoir ». Par exemple, c'est mon fils qui joue sur le trottoir. Il était souvent, tout le temps le seul. Il n'y a personne qui jouait sur le trottoir. On n'est pas à l'aise avec la proximité à la voiture. Donc, je me suis attardée au réseau public de rues et ruelles. Je me suis dit, il est là tout le potentiel. De un, parce que quand les enfants ont une mobilité active, pas indépendante au début, on s'entend, mais quand ils ont une mobilité active, à 8, 9, 10 ans, quand ils sont tannés des terrains de jeu, de jouer dans la cour arrière ou même jouer à proximité de la maison, il y aura encore des opportunités de jeu parce qu'ils pourront se déplacer en toute sécurité et les parents vont se sentir à l'aise. Et de deux, le jeu des enfants dépend d'un environnement sain. Les bouleversements climatiques ont déjà un impact sur le jeu de plusieurs enfants, des enfants avec des problèmes respiratoires qui doivent rester à l'intérieur durant les canicules. Donc, il faut agir sur les changements climatiques. Il faut agir sur la première source de GES au Québec, c'est le transport routier. Donc, il faut penser aux rues et ruelles, la manière qu'on aménage notre territoire et ensuite la manière qu'on utilise cette voirie. Voici Thomas, un édicule de métro. Et pourquoi je vous montre cette photo? La firme d'ingénierie ARUP, super ancrée dans les expériences humaines, nous rappelle que les premiers pas dehors, que la mobilité et le jeu sont liés. Donc, les enfants qui jouent le plus dehors sont ceux qui seront le plus portés à pouvoir aller au bout de la rue seuls, aller à l'école seuls, éventuellement. Là. Donc, il faut commencer à y penser dans un très jeune âge. Et c'est pourquoi je me suis dit, la rue, c'est à côté de la maison, on va commencer là. Bon, pour créer la magie, il faut des étincelles. J'ai eu, à chaque moment, chaque projet, la communauté était toujours présente. Sans communauté, il n'y aura rien de tout ça. Un enfant qui joue seul dans la rue, là, ça ne marchera pas. Donc, ici, c'est l'île au volcan. C'est pas l'île au volcan, c'est la genèse un peu. On voulait apaiser ce coin. Une famille m'a envoyé cette photo avant, puis ils imaginaient après. Et nous, on a fait, l'arrondissement a travaillé, a créé ça d'une certaine manière, mais on a inversé là, la rue qu'on a fermée. On a pris l'autre tronçon à droite et on en a fait une place publique pour enfants. Puis, avec ce projet-là, j'avais envie que les gens imaginent la rue autrement. C'est ce qu'on a pu faire parce que les gens, au début, me disaient « Mais voyons donc, jouer dans la rue, on n'a pas de souvenir de ça. Mais voyons donc, voir que les gens vont laisser les enfants jouer dans la rue, voir que c'est sécuritaire. » Et je comprends. Les VUS sont énormes. Les enfants, ils sont même des fois plus petits que les voitures. Donc, il y a des craintes tout à fait légitimes et il faut adresser ces craintes et ce que j'appelle un peu l'agenda parental, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Les droits des enfants ne seront jamais maximisés. Donc, on en a fait une zone piétonne. On a fait un environnement, ce qu'on dit, riche en opportunités, propice au jeu, propice à la prise de risque. Donc, voici l'île au volcan. Ensuite, pour moi, c'est un peu comme on apprend à utiliser des nouveaux muscles. Et il faut le faire souvent, des fois de petites répétitions, des fois de plus nombreuses répétitions. Halloween 2019, le vent, tout le monde a sûrement un souvenir. Mais pour moi, Halloween, c'est aussi la fête des piétons enfants.
j'ai toujours dans ma tête l'idée qu'on va s'y rendre. Un jour, là, il va y avoir des enfants sur les trottoirs et qui déambulent comme à l'Halloween. Mais cet arbre est tombé et c'est devenu un lieu et un support de jeu incroyable. Et la magie au parc ce week-end-là m'a vraiment touchée. Et puis, les travaux publics, j'ai demandé au maire, on peut-tu garder l'arbre? Puis le maire a parlé avec le directeur d'arrondissement qui lui a parlé avec les travaux publics. Puis au final, on a gardé le tronc. Et puis, c'était une manière de voir un peu ce qu'on fait normalement dans la ville, mais par la perspective de l'enfant et du jeu. Un igloo, même affaire, on voulait le démolir. Finalement, on l'a gardé. Fait on a mesuré les bénéfices et les risques au lieu de juste voir les risques ou les dangers. Et puis, ça nous aide à travailler nos muscles. On a beaucoup travaillé la mobilité à Montréal. Et quand on a vu tous les enfants circuler sur ce qu'on appelle le réseau Express Vélo, bien, on s'est dit, ben, je pense que plein de gens se sont dit, hey, c'est vrai, les enfants existent, ils ont droit à la ville, ils sont des acteurs de leur vie, de notre vie commune. Et il faut des infrastructures sécuritaires. Et donc, comme les pistes cyclables, les rues écoles, les rues ludiques, c'est un peu des infrastructures sécuritaires au-delà du terrain de jeu, qui a ses limites et qui ne peut pas répondre à... c'est artificiel de croire que les enfants seront juste dans certains lieux. Ils ont autant droit à toute la ville que nous. Un autre projet là, de travailler les muscles. Et donc, la rue école, c'est par observation, c'est des courriels de parents, observation du chaos là, autour des écoles le matin, c'est des courriels de parents. C'est aussi se dire qu'il faut continuer à imaginer la rue autrement pour que les enfants, en fait, pour que les parents, les adultes, plus largement, changent leur habitude et qu'on aille au-delà des arrêts. Bon, voilà, je suis posée d'arrêter. Des arrêts, des dos down, tout ça, on a fait ça, ça a eu un impact, mais pas assez, je dirais. Et donc, la rue école, elle permet aux enfants un moment en sécurité, peu importe la manière qu'ils arrivent, parce que même s'ils sont reconduits, ils ont ce moment en liberté en arrivant à l'école, ensemble, où ils marchent, ils prennent de l'air. Et c'est aussi un moyen d'encourager un transfert modal des familles. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important pour concevoir une vie qui a de l'allure dans 30 ans. Il faut que maintenant, il y ait un transfert modal. Et je pense que les enfants, eux, ils le réclament et c'est des alliés incontournables. On parle de leur présent et leur futur. Et donc, je voyais plein d'opportunités, en fait, en travaillant avec les enfants, avec leur communauté. Et les écoles, c'est des petits centres-villes, il y en a de partout. Donc, quelle belle opportunité ou quelle belle occasion de travailler ce transfert modal et pour leurs droits à eux et pour la santé publique, globale, générale face au bouleversement climatique. Donc, je m'arrête là. Je passe la parole à Raphaël. Merci. Merci Stéphanie. Donc, on comprend que tu as poussé le projet Rue École en tant qu'élue. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine, qui, elle, était plus du côté opérationnel, donc nous expliquer comment ça s'est déployé concrètement, la rue École dans Rosemont. Tu peux appuyer sur lire. Parfait. Je crois qu'il faut activer ton son, Catherine. Est-ce que tu peux parler? Petit souci technique, on va... Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends Oui, très bon, bien. OK, je ne touche plus à rien. Je vais repartager. Je suis désolée. J'ai des nouveaux écouteurs. Bon, ça a fait une petite pause, peut-être, pour certains. Pour le cerveau et pour... Pour le cerveau. D'accord. Ben, en fait, on enchaîne bien. Merci, Stéphanie. Je trouve que c'était vraiment
super là, d'avoir ton point de vue. Moi, je suis plus du côté opérationnel. Donc, on va rentrer dans le vif de Rosemont la petite patrie qui a testé le projet de rue école. Donc, je vous situe un peu dans le cadre de milieux de vie vert et actifs. C'est un outil de planification que s'est doté l'arrondissement. Et c'est dans ce cadre-là que la rue école a été réalisée. Donc, c'est une vision. On a découpé le territoire en 13 milieux de vie où c'est des secteurs où on peut vivre, travailler, se divertir et consommer à moins de 500 mètres de son domicile. Donc, l'objectif est de créer des rues plus apaisées, des ruelles et des rues actives et des rues écoles. Ici, je pense que passe. Ça t'es un va? peu figé, t'es un peu figé, mais là, ça va, on t'a retrouvé. OK. Donc, avec le Centre d'écologie urbaine, dans le fond, l'idée était d'expérimenter 1 à 2 rues et finalement, on l'a testé sur une seule rue, mais sur 3 journées, 1 fois par semaine, 3 semaines, consécutives à la mi-octobre. Et dans le fond, le mandat du Centre d'écologie urbaine, eux, ils ont été d'une très grande aide. Ils ont fait de la collecte de données avant, pendant et dans le fond, ils ont récolté via un sondage sur le terrain l'opinion des résidents, le personnel de l'école et les parents. Ils sont occupés aussi de mobiliser toute la brigade de bénévoles. Il y avait des employés du Centre d'écologie urbaine et des étudiants de l'université qui étaient là pour assurer le bon déroulement des 3 journées. Ils sont occupés aussi de faire la coordination avec l'école et l'arrondissement et de tout mettre ça dans un bilan et de faire des recommandations pour la suite. Voilà. Ici, le choix de l'école, on est au nord de Rosemont, pas mal central dans l'arrondissement. Donc, c'est l'école Sainte-Bernadette-Soubirous. Pourquoi cette école? En fait, il y avait plusieurs écoles de ciblées, mais elle est vraiment ressortie du lot, notamment avec des différents critères, l'ouverture de la communauté de l'école, son caractère local aussi, c'est des étudiants qui habitent pas loin. C'est parce qu'on a des écoles, des fois, avec des spécialités qui attirent des étudiants un peu de l'extérieur de l'arrondissement. L'absence de travaux routiers, c'est un critère important. Les caractéristiques géographiques. Donc, ici, il y a une église au coin de la rue. Il y a un grand parc. C'est une rue à sens unique. En face de l'école, il y a des résidences sous forme de duplex. Quelques stationnements. Stationnement sur rue. Il y a des ruelles et des pistes cyclables. Donc, déjà, il y a un contexte favorable à la mobilité active. Et le Centre de services scolaires de Montréal, anciennement la commission scolaire, était favorable au projet, au choix de l'école. L'idée de la rue école était déjà présente dans le comité d'établissement avec les parents, notamment, et la direction était favorable. Et le développement durable est au cœur de l'enseignement pour cette école. Donc, vraiment un contexte favorable avec l'école Sainte-Bernadette. Voilà un peu en vue aérienne comment on a réfléchi la fermeture, bien sûr avec l'école, le Centre d'écologie urbaine. On s'est inspiré des autres projets pilotes qu'il y a eu au Canada. On peut voir aux intersections où vous avez les étoiles là, que la fermeture allait vraiment de l'entrée de la 16e avenue à la sortie. Et on a aussi pensé à fermer ponctuellement là, aux heures qui seront, je vais vous montrer par la suite, là, mais vraiment, on fermait aussi aux entrées de ruelles. Donc, pas possible pour les voitures d'y accéder, à part les résidents, bien sûr, et le transport adapté, les autobus scolaires.
Nous, c'était vraiment dans une optique de sécuriser la zone, donc à des heures précises. Voilà comment on l'a réfléchi avec l'équipe de circulation et le service de police de la Ville de Montréal. On s'est vraiment un peu basé sur le même matériel que les fermetures des chantiers routiers quand une rue est barrée. C'est le dispositif qu'on nous a prêté. Dans le fond, on a eu des prêts de panneaux et de barrières. Et on est aussi venu avec le conseil d'arrondissement l'édicter en forme d'ordonnance. Donc, c'était vraiment prévu au conseil d'arrondissement de fermer pour 3 jours à des heures spécifiques le tronçon de la 16e. Avec le matériel de fermeture et l'équipe des communications, on travaillait fort pour vraiment faire des affiches pour que les gens soient avisés à l'avance, les résidents et l'école aussi, que ça circule dans le réseau de l'école au moins 2 semaines avant. Donc, vous pouvez voir un peu les dispositifs qui ont été choisis et l'avis aussi qui a été envoyé à toutes les portes avec un plan simple de fermeture. On s'est basé aussi sur, c'est un peu un détail technique, mais quand même pratique, là, le balai de la rue passait les jeudis pour un côté. Donc, la fermeture avait lieu les jeudis. Déjà, on se disait, il y a un côté de rue qui n'aura pas de stationnement cette journée-là. Sinon, les gens, ils étaient rassurés qu'ils pouvaient quand même se déplacer avec leur véhicule au besoin pour les résidents, que ce n'était pas interdit. Ils pouvaient aussi stationner la veille, c'est aussi permis. Voilà, c'était très important pour nous, la communication. Le Centre d'écologie aussi avait fourni une adresse courriel et un numéro de téléphone, donc des coordonnées. Si les gens avaient des questions ou des commentaires, ils pouvaient appeler le Centre d'écologie urbaine. Voilà. C'est ça, on a observé, c'était 3 journées, super belle météo. Et l'école, dans le fond, c'est vraiment à leur initiative, ont sorti des jeux, du matériel. Les enfants, comme l'expliquait Stéphanie et Kate, spontanément, ils se sont mis à jouer vraiment. Ils se sentaient très, très à l'aise. Donc, c'était super, mais c'est un peu l'aspect, le jeu libre, dans le fond, qui est venu un peu irriter les résidents, ceux qui avaient à se déplacer. On voit dans la photo en haut à droite que c'était super important là, que les véhicules soient accompagnés. Donc, c'est ça, vraiment au ralenti, de circuler tranquillement. Et une des pistes qu'on a identifiées, c'est peut-être de mieux encadrer avec des bollards ou identifier avec du marquage au sol, des cônes, la zone de jeu. Certains parents aussi avaient peut-être tendance à moins surveiller les enfants. Donc, là, c'était beaucoup les bénévoles qui avaient cette charge-là d'avertir les enfants. Attention, il y a une auto qui s'en vient. Mais tu sais, c'est ça, les enfants ils étaient dans le vif de l'action là, avec les balles et tout ça. Donc, c'était vraiment d'allier les deux, la circulation des véhicules et le jeu. Mobiliser aussi une brigade de bénévoles. C'est vraiment 4 à 5 personnes minimum, des personnes aux entrées, à la sortie, des accompagnateurs. Donc, ça prend toute une équipe le matin et l'après-midi pour vraiment s'assurer d'un bon déroulement. L'accompagnement des véhicules, je le répète encore, c'est très important. Et de bien signaler là, avec un dispositif qui est adéquat. Parce que 2 fois par jour, vous avez à l'installer, à l'enlever, à l'entreposer. Donc, ça doit être léger. Et c'est ça aussi, quand il y a des voitures qui passent, il faut les soulever. Donc, c'est un aspect à bien réfléchir. La cohabitation avec la piste cyclable, ça, on l'a testé parce que
ben, c'est ça, finalement, les vélos devaient passer, mais on demandait aussi aux vélos de ralentir parce que là, mais ça se faisait bien, mais c'est un autre élément à surveiller. Et ben, la zone ici qu'on avait était de 300 mètres. Donc, c'est ça, comme Stéphanie le disait, nous, le tronçon, il est très, très long. Parfois, c'est ça qui demandait plus de bénévoles, plus d'accompagnement pour les véhicules. Peut-être essayer de réduire la zone à ce moment-là, la fermer sur une moins longue distance pour faciliter l'accompagnement. Oui, aussi revoir peut-être la durée de la fermeture. Donc, nous, on était entre 90 minutes et 60 minutes. Et il y avait un peu de temps mort, là, dans le fond, entre la rentrée de la maternelle et de l'école primaire, là, des classes au primaire. Là, ça prend plus de bénévoles longtemps. Donc, si on réduit les heures, ben, de toute façon, la maternelle, ils sont accompagnés par des parents. Ça serait peut-être à voir, là, mais somme toute, c'est une très, très belle expérience, super positive. J'ai eu des très bons commentaires, mais peut-être que Mickaël pourra en parler plus longuement. Je peux repasser la parole à Raphaël? Oui, ben merci beaucoup Catherine, c'est ça, on se permettra dans la période de questions de faire un échange avec tous les trois sur votre retour d'expérience avec vos 3 points de vue. Je vais tout de suite passer la parole à Mickaël qui va lui nous proposer comment adapter ce projet dans vos milieux. À toi la parole, Mickaël. Super, ben merci beaucoup. Ben merci bien sûr à Espace Muni là, pour l'organisation du webinaire. Puis j'en profite avant de commencer. Dans le fond, c'est un peu symbolique pour nous. Kate et moi, on travaille ensemble depuis presque 3 ans. Puis ça fait 3 ans qu'on répète sensiblement la même chose, la définition de la rue école, de la rue ludique. Puis c'est plaisant de voir que tout à coup, ben, il y a des gens qui ne sont pas affiliés au Centre d'écologie urbaine ou encore à l'École de santé publique qui portent le projet. Puis j'en profite aussi pour remercier Catherine et Stéphanie. Vous avez été d'incroyables championnes pour les projets de rue école dans les derniers temps. Et ben, je pense que c'est un très bel honneur, Stéphanie, de te remercier du travail de championne que tu as fait dans les dernières années pour nous, à quelques minutes, quelques heures de la fin de ton mandat d'élu. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Pour ceux qui ne connaissent pas le Centre d'écologie urbaine de Montréal, on fête nos 25 ans cette année. On est une organisation de la société civile et notre mission, c'est de contribuer au développement de villes écologiques, démocratiques et en santé. On travaille bien sûr à Montréal, comme l'indique notre nom, mais un peu partout au Québec, voire au Canada. Et ben, Change les règles du jeu, c'est un projet que donc on porte depuis quelques années à Montréal, mais aussi à Kingston, en Ontario, et on est en train de tisser tout un réseau de collaborateurs qui s'intéressent à la place des enfants dans la ville. Donc, depuis bientôt 2 ans, on travaille sur ce projet, 3 ans en fait. Et même si on commence tranquillement à démarrer des projets, comme Kate le disait, on va démarrer de façon un peu plus active des rues écoles, des rues ludiques dans Saint-Michel et dans Parc Extension au courant des prochaines semaines, à hauteur d'1 fois par semaine. Mais déjà, on a des apprentissages qu'on voulait vous partager, puis on se disait que c'était la meilleure façon de terminer ce webinaire-là. Donc, quels sont les leviers pour le passage à l'action pour les municipalités du Québec? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de 2 éléments. En fait, dans un premier temps, justement, les éléments qu'il faut considérer si on veut aménager des rues écoles ou des rues ludiques. Et dans un deuxième temps, c'est quoi les leviers réglementaires qui permettent à des municipalités d'aller de l'avant? Il y en a 2. Et déjà, on a adressé un petit peu ces éléments-là aujourd'hui, fait que ça me permet de faire la synthèse. Et ce travail-là, on l'a fait dans les derniers mois et je me permets de le dire, là, on va lancer un outil qui va être destiné aux municipalités là, au courant des prochains mois qui va porter justement sur les leviers. Donc, lançons-nous. Les rues écoles, rues ludiques, on en a parlé un petit peu moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des modèles qui sont modulables selon les contextes. On vous a présenté des exemples dans des secteurs un peu plus denses, mais si on regarde notamment ce qui s'est fait en Ontario, dans la banlieue de Toronto, notamment à Victoria, en Colombie-Britannique, puis ailleurs en Amérique, on n'est pas toujours dans des milieux extrêmement denses. Hein. Tout type de milieux peuvent recevoir des rues écoles ou des rues ludiques. Et je pense que c'est bien important, à titre de décideur, de s'intéresser au contexte. Hein. Ce n'est pas toutes les écoles, ce n'est pas toutes les rues qui sont propices à l'établissement d'une rue école ou d'une rue ludique, mais c'est une solution parmi tant d'autres dans une grande boîte à outils, si on pourrait dire, qui peuvent permettre de redonner la ville aux enfants.
Avant de se lancer, avant de dire, OK, on va faire une rue école, on va faire une rue ludique, bien, il y a des éléments qui sont à considérer. Puis on les a rassemblés là, de façon très, très synthétique. Puis je vous les présente ce matin. Puis Catherine en a un petit peu parlé aussi. Bon, la question de l'horaire de fermeture. Ah, bien sûr, c'est quoi le moment idéal pour fermer la rue à la circulation de transit? Bon, ici, on a un exemple à Rosemont-la-Petite-Patrie. Là, il y avait ces merveilleuses pancartes qui avaient été affichées un peu partout sur la rue. Comment est-ce qu'on avait fait dans ce cas-ci? On a travaillé avec la communauté, notamment la direction de l'école, pour choisir les meilleurs moments. Puis, comme Catherine l'a dit, on reste critique par rapport au choix qu'on a fait. Puis, ce n'est pas impossible que si c'est refait dans le futur, qu'on change un petit peu les heures. La signalisation aussi, bien sûr, super important. De toute façon, dans quelques minutes, je parlerai du cadre législatif qui va nous obliger, si on envisage une intervention un peu plus pérenne, à s'intéresser à la question de la signalisation. Les dispositifs de fermeture, ça, c'est notre collègue Olivier qui a été très, très important dans le développement du projet aussi. Bon, ben, vous le voyez, la bonne vieille, c'est-à-dire barrière en métal. On a été chanceux. L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension nous en a fourni des colorés, mais ce n'est pas le cas partout. C'était le dispositif qui était utilisé pour sécuriser la rue lorsqu'il y avait les fermetures. On dit fermeture de rue, mais en même temps, on ouvre la rue aux jeux, aux enfants. Fait bon, on va garder le vocabulaire commun, mais c'était donc l'objet qui était utilisé. Dans d'autres cas, on a vu parfois des tréteaux, on a vu différents dispositifs colorés, ludiques. Mais je pense que ça, c'est la bonne vieille base. La question de la circulation aussi, Catherine, Kate en ont un petit peu parlé. Comme je disais, c'est un modèle qui est modulable. On peut envisager qu'il y ait de la circulation des voisins, des riverains, des riveraines qui peuvent sortir de l'intervention. Vous voyez ici, il y a quand même du stationnement qui est maintenu sur la rue. Donc, les interventions qu'on a menées, c'est pour vraiment minimiser les irritants aux résidents riverains, aux voisins, aux voisines. Dans le cas des écoles, on permettait le passage des autobus scolaires, on permettait le passage du transport adapté aussi. Donc, l'objectif de ces interventions-là, c'est vraiment de bloquer la circulation de transit et l'accumulation des voitures aux abords des écoles quelques minutes avant et quelques minutes après la fermeture. À Montréal, là, dans les deux écoles qui nous intéressent, c'était entre 60 et 100 voitures dans les 15 minutes avant l'école qu'on observait. Donc, c'est énorme et vous n'êtes pas sans savoir que la circulation aux abords des écoles primaires, c'est un problème, c'est un enjeu au Québec. Entre 2011 et 2018, c'est 2 collisions par jour en moyenne qui sont documentées aux abords d'écoles. Donc, il faut trouver des solutions, il faut adresser ce problème-là. Pardonnez-moi. La question des responsables, bon, ben, on l'a adressé un petit peu aussi. Dans le cas des projets qu'on a portés, c'était principalement des employés, des gens qui étaient affiliés au projet. Nous, notre souhait, c'est ce qu'on va tester à partir de la fin novembre, c'est que le projet soit porté par la communauté. Donc, on est en train de créer des comités de voisins, des comités de parents qui vont être accompagnés par le Centre d'écologie urbaine et qui vont porter ces belles vestes oranges et qui vont devenir les responsables pour les interventions. Et bien sûr, on travaille avec la Ville de Montréal, avec les arrondissements, les institutions nécessaires là, pour s'assurer que ça se passe bien. Et finalement, bien sûr, le dernier élément à considérer, bien identifier le site d'intervention. Comme je le disais, ce n'est pas tous les secteurs qui sont propices à accueillir une rue école ou une rue ludique, et ce n'est pas tous les contextes non plus. Hein, bon, si on a de la construction, une fermeture de rue aux abords de l'intervention, peut-être que ce n'est pas le moment idéal. La meilleure façon de bien identifier le site d'intervention, c'est de mettre sur place, se mettre sur pied, si on pourrait dire, une espèce de processus où les usagers, les professionnels, différents types de professionnels municipaux peuvent discuter, échanger, c'est-à-dire et s'assurer qu'on est au bon endroit. Les rues écoles, il y a des éléments spécifiques à considérer. Bien sûr, la concordance avec les horaires de l'école, mais parfois avec les horaires des écoles. Dans le cas de la rue École Marie-Rivier, qu'on vous a un peu moins parlé aujourd'hui, dans ce secteur-là, à l'intérieur du même kilomètre carré, il y a 5 ou 6 établissements scolaires, primaires ou secondaires, en plus d'un organisme communautaire qui s'intéresse à l'éducation populaire. Donc, on est vraiment dans un milieu avec une saveur très importante d'éducation. Et ce qu'on s'est rendu compte, surtout les après-midi, c'est que oui, les usagers, en fait, les écolières et écoliers de l'école Marie-Rivier utilisaient l'espace.
On avait un peu moins de composantes de jeux libres à cet endroit-là. On était un peu plus dans la mobilité indépendante. Mais en après-midi, on avait aussi des étudiants et étudiantes de l'école secondaire voisine qui utilisaient la voie. Et bon, ben, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas quoi que ce soit d'important à mettre de l'avant. Mais ce qu'on s'est rendu compte, ben, d'où l'importance d'avoir une espèce de concertation, bien sûr, avec l'école. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point à considérer lorsqu'on travaille avec des écoles, si on veut mettre en place une rue école, les partenariats avec l'école, avec le centre de services scolaires, qui sont des acteurs clés. Sans eux, on ne peut pas aller de l'avant. C'est ce qui nous a permis d'avoir une interface avec les parents, de faire des communications avec eux aussi. Et à ces partenaires-là, ben, j'ajouterais peut-être aussi les partenaires locaux. Peut-être on peut penser, c'est-à-dire au service de police local, qui peut devenir un partenaire intéressant à intégrer dans la boucle rapidement. Peut-être pour être présent sur le site, s'assurer que tout va bien, par exemple. Donc, ici, ben, quand on parle de partenariat avec le SPVM, on avait, dans le cas de l'école Sainte-Bernadette, un brigadier en particulier. À Montréal, les brigadiers sont des employés du service de police de la Ville de Montréal. Et ben, ce brigadier-là connaissait très, très bien le secteur et il nous a beaucoup aidé à faire la gestion de la circulation, si on pourrait dire, à l'entrée du site. Et finalement, ben, spécificité des rues ludiques, donc dans des secteurs plus résidentiels. Ici, ben, on a une brigade de femmes bénévoles pour le projet de rue ludique. C'est un programme d'intégration à la société québécoise qui s'appelle Parents agents multiplicateurs, qui est mené par un organisme local. Et ces femmes-là ont embarqué à 100, voire à 110%, je me permets l'euphémisme de sport, dans le projet. Elles sont très, très présentes sur le site. Elles nous aident à porter le projet. Et vous reconnaissez Kate là, à droite complètement. Donc, c'était une première photo de famille à l'époque de la pandémie un peu plus intense, si on pourrait dire, l'été dernier. Donc, collaborer pour intervenir au bon moment. Je pense que de tisser des liens avec les forces locales, des organismes communautaires, des groupes, des organisations citoyennes, qui sait, ça peut être important pour faciliter l'intervention de rue école ou de rue ludique, puis assurer de sa cohérence aussi. Et encore là, bien identifier le site d'intervention. Je pense que c'est important de garder en tête qu'il faut que ça réponde à un besoin aussi, non pas seulement à un enjeu, d'où l'importance de travailler avec la population, de tester et de s'assurer si en effet il y a un intérêt pour ce type d'intervention-là. Puis quand je parle de population, c'est vraiment au sens large. On parle bien sûr des résidentes et résidents, mais on parle aussi des institutions, peut-être éventuellement des associations, des organismes locaux. Je pense que c'est important d'avoir une vision large là, par rapport à ça. Et j'y vais très, très rapidement. Les deux leviers d'action possibles, on en a identifié deux. Donc, vous êtes une municipalité, vous voulez aller de l'avant. Et d'ailleurs, ben, vous êtes plus de 200 ce matin avec nous depuis maintenant 1h19. On est dans le jeu. Ben, moi, je suis un gars compétitif et j'ai envie de lancer un défi. Hein. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à votre centre de service scolaire, à l'école locale, peut-être à des groupes citoyens qui se sont formés dans vos municipalités. Est-ce que ça pourrait être des interventions intéressantes à tester? Puis justement, ben, les deux voies possibles permettent d'avoir une espèce d'évolution dans le temps. La première voie, c'est la voie événementielle et la deuxième, c'est la voie réglementaire. Donc, la première, c'est ce qui permet vraiment d'expérimenter la rue école ou la rue ludique. Donc, on est vraiment dans le happening, dans l'événement. Et à peu près toutes les municipalités au Québec ont l'habitude, ont un règlement sur les événements et ont l'habitude de faire des édictions d'ordonnances pour des dizaines, voire des centaines d'événements annuellement. Donc, on est un peu dans un processus qui existe et qui est bien connu par les municipalités. Donc, ça nécessite bien sûr un porteur, qui peut être un organisme local, qui peut être une école, qui peut être la ville elle-même. Et ça permet surtout de sonder l'intérêt de la population envers l'idée. Donc, moi, je vois très, très bien une série de rues écoles être organisée au Québec à la fin des classes en 2022. Ça permet aussi d'être présent sur le terrain, de voir s'il y a un intérêt pour ça. Et bon, comment on peut le faire? Comme je l'ai dit, par l'édiction d'une ordonnance, en suivant les processus réguliers pour la programmation d'événements publics. Donc, vous connaissez toutes et tous beaucoup mieux que moi les spécificités de votre règlement sur les événements. Mais c'est un outil que vous pouvez utiliser si vous voulez tester une fois ou deux la rue école ou la rue ludique et d'en faire un happening, d'en faire vraiment un événement notoire, un peu comme on a fait dans Rosemont-la-Petite-Patrie, par exemple, 3 fois en 3 semaines. Et là, tout à coup, la population est intéressée, on a convaincu, on a séduit tout le monde, on se rend compte que c'est intéressant, la rue école et la rue ludique. C'est possible d'adopter, de modifier en fait sa réglementation pour assurer une certaine pérennité à l'intervention. Raphaël en a parlé un petit peu, il y a eu une révision du Code de la sécurité routière qui a permis d'introduire le jeu libre dans le cadre législatif et c'est ce qui permet
aux municipalités d'intervenir, donc d'entrevoir une pérennité de l'intervention. Et dans ce cas-ci, l'intervention n'est pas vue comme un événement public, mais vraiment comme un aménagement, à même titre qu'une rue partagée ou une rue piétonne, par exemple. Et comment on peut faire? C'est en adoptant au conseil municipal un règlement qui modifie la réglementation locale sur la circulation et le stationnement. Et ce règlement-là doit prévoir notamment la détermination de là ou des zones où le jeu libre est permis, c'est-à-dire là où les rues où on veut faire une rue école ou une rue ludique. Il faut noter au règlement la restriction de circulation et les règles de prudence. Donc, est-ce qu'on peut circuler? Qui peut circuler? Est-ce qu'on ferme pendant 1 heure, pendant 2 heures? Est-ce qu'on laisse le stationnement sur rue ou ce n'est pas le cas? Il faut noter également au règlement les interdictions qui sont relatives aux jeux libres. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas moi, jouer au hockey, se promener en vélo, ainsi de suite. Et toute autre condition liée à l'exercice de cette permission. Donc, c'est vraiment les municipalités qui peuvent moduler leurs modifications réglementaires pour permettre la rue école ou la rue ludique. Et le Code de la sécurité routière contraint les municipalités à adopter une signalisation appropriée. Et dans le Code, il y a même une proposition de signalisation qui est faite. Donc, moi, je suis allé un peu plus rapidement. Là. Bon, je voulais m'assurer qu'on ait quelques minutes pour des questions. Donc, je vais passer la parole à Raphaël, en espérant en avoir inspiré quelques-uns. Et comme je disais, il va y avoir un outil qui reprend les éléments, les leviers qui va être lancé au courant de l'hiver par le Centre d'écologie urbaine et l'École de santé publique. Donc, merci.